vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous partons aujourd'hui au lac Saint-Pierre, situé entre Sorel-Tracy et ses îles et Trois-Rivières. C'est là que l'on retrouve la plus importante plaine inondable en eau douce du Québec et du fleuve Saint-Laurent. Habitat de nombreuses espèces comme la perche chaude et le grand héron, le lac Saint-Pierre est une réserve mondiale de la biosphère reconnue par l'UNESCO. C'est un écosystème pourtant fragile, soumis à de nombreuses pressions liées aux activités humaines et une forte pollution de ses eaux. L'été dernier, une équipe de recherche québécoise, le pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre, a déposé un rapport très attendu sur la situation de ce qu'on appelle familièrement la petite Amazonie du Québec. Verrons-nous le retour de la perche chaude frétiller abondamment dans les eaux du lac Saint-Pierre? Restez là, nous en parlons tout de suite. À Je vote pour la science, aujourd'hui, nous voulons mettre en lumière l'importance du lac Saint-Pierre, ce lac fluvial situé en aval de Montréal, entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières. Il comprend de nombreuses îles, une plaine inondable et même une réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO. C'est un milieu humide riche en biodiversité qui subit toutefois de nombreuses pressions liées aux activités humaines. Pour en parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilbert Cabana, qui est professeur au département de sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Il est membre du Centre de recherche RIV et aussi membre du pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre de l'UQTR. Bonjour, professeur Cabana. Bonjour, bonne journée. Je suis aussi en compagnie d'Anne Lévesque, qui est chercheuse et agente d'innovation agriculture agroalimentaire Canada à la division des laboratoires vivants. Bonjour, Madame Lévesque. Bonjour, Isabelle. Ce serait une sorte de petite Amazonie québécoise. Le lac Saint-Pierre comprend des dizaines d'îles, une faune riche avec une héronnière et des espèces vulnérables comme la perche chaude, une plaine inondable. Il est situé en aval de Montréal. Cet écosystème humide important subit diverses pressions industrielles, l'agriculture, de vie aussi. Des journalistes ont comparé le lac Saint-Pierre à l'Amazonie du Québec, mais selon l'un de nos invités, ça ressemblerait davantage à un bayou de Louisiane, moins les alligators. Professeur Cabana, présentez-nous le lac Saint-Pierre, s'il vous plaît. Le lac Saint-Pierre, c'est un des quatre, ou dépendant comment on les définit, ce qu'on appelle des lacs fluviaux du Saint-Laurent, c'est-à-dire des élargissements de ce grand fleuve. Donc, c'est peu profond. Donc, la profondeur moyenne du lac Saint-Pierre, c'est autour de 2,7 mètres, 3 mètres peut-être, sauf bien sûr le chenal de navigation qui est constamment creusé. Et ce qui le caractérise beaucoup, qui est au cœur un peu de tout le projet, c'est ce qui se passe presque chaque année, des inondations qui peuvent être très importantes certaines années et moins importantes d'autres, qui font que ce lac-là, qui, je répète, c'est le fleuve, donc c'est pas un vrai lac si on veut, donc qui va donc s'agrandir de 30%. Et puis si vous avez conduit de Montréal à Québec au printemps, vous avez sûrement vu sur l'autoroute 40, quand on passe Berthier, il y a de l'eau des deux côtés de l'autoroute. Dans les années de grandes crues. Et puis donc cette inondation-là est là depuis des milliers d'années après les dernières glaciations, donc 9500 ans. Et comme vous avez mentionné, c'est un lieu qui est extrêmement productif. On retrouve au-delà de 80 espèces de poissons, par exemple. Je préfère la liste là des certaines espèces d'oiseaux qu'on trouve que là vraiment. Et puis vous avez mentionné aussi la grande héronnière, qui est la plus grande d'Amérique du Nord, qui est dans une des îles. Et puis donc il y a un archipel aussi, qui est fabuleux. Donc au point de vue, au-delà du point de vue scientifique, je recommanderais à n'importe qui d'aller se louer une petite chaloupe et puis d'aller se balader dans les chenaux pour voir ça. Le projet sur la plaine d'inondation a duré 4 ans. On a eu des années, on pourra en parler si vous voulez, de fortes crues, des années de faibles crues. C'était une équipe multidisciplinaire où il y avait des gens, bien sûr, en agriculture, mais aussi des gens en géographie, en hydrologie, en écologie, en sciences sociales. Donc, un gros projet qui s'est déroulé en même temps qu'on a eu 2 années de pandémie au printemps.
Alors... On va en parler, mais moi, j'ai eu la chance justement de naviguer l'été dernier dans ce bayou. Moi, les alligators. Donc, moi, les alligators, oui. Madame Lévesque, vous, pourquoi le littoral du lac Saint-Pierre vous intéresse tant? Moi, ça a été un pur hasard. Là. Donc, j'étais à la recherche d'un projet de maîtrise à l'époque, quand j'ai commencé à fréquenter le lac Saint-Pierre à partir de 2017. Je cherchais à prendre le pouls des gens. Donc, je suis un agronome en formation et je voulais avoir une spécialisation en sciences sociales parce que je voyais qu'il y avait beaucoup d'informations qui étaient produites, mais l'adoption, donc faire en sorte qu'il y ait des changements, mais ça venait beaucoup des facteurs sociaux et économiques. Donc, j'ai fait une maîtrise, mais là, ma thèse, c'était de comprendre comment concilier les besoins de la faune aquatique, là, spécialement ceux de la perche chaude, les pratiques agricoles et les différentes attentes là, des acteurs pour trouver des solutions aux problèmes qui sont présents au lac Saint-Pierre. Donc, je me suis penchée à montrer comment on peut utiliser la science pour comprendre et résoudre des problèmes complexes comme ceux du lac Saint-Pierre. Oui, parce qu'on parle beaucoup de biodiversité, mais il y a énormément de gens qui vivent au pourtour du lac aussi, et même des agriculteurs qui font de l'agriculture, justement, qui profitent de cette plaine inondable. Vous venez de mentionner le cas de la perche chaude, où il y a un moratoire. Peut-être, professeur Cabana? La perche chaude, c'est... En fait, le moratoire qui, je pense, est rendu à sa 10e année, est basé sur le fait qu'on n'arrive pas à mesurer ce qu'on appelle le recrutement, c'est-à-dire le retour des jeunes perches chaudes dans la population. Et les causes peuvent être multiples. Je dis bien une des causes potentiel, c'est l'habitat de frais au printemps. La perche chaude se reproduit dans la plaine d'inondation au lac Saint-Pierre. Il y a environ une vingtaine d'espèces on va retrouver dans les champs agricoles avec 1 mètre d'eau, dont les mieux connues sont bien sûr la perche chaude qui enroule ses œufs dans de la végétation submergée. Donc, si les sols sont à nu, s'ils sont exploités par exemple, des cultures à grand intervalle comme le maïs, le soya, qui laissent très très peu de structure, ben là, il y a un problème au niveau des pontes. Il y a aussi le grand brochet, que les gens connaissent. Il y a un poisson plus connu, oui. Oui, qui ferait aussi dans la plaine d'inondation, et bien sûr d'autres espèces là de cyprins, ce qu'on appelle des ménés, des barbottes, etc., etc. Et en fait, donc la perche chaude, c'est un problème, si on peut, démographique. Donc, il semblerait qu'il y a un problème dans cette population-là. C'est pour ça qu'on a donc instauré là un arrêt de la pêche au lac Saint-Pierre. Oui. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette plaine d'inondation-là est unique au Québec. Hein? Oui. Donc, c'est la plus grande et de loin. Et donc, de l'agriculture, il y en a beaucoup, beaucoup au Québec. Mais là, on en fait dans un endroit qui est vraiment unique. Donc, il y a une problématique à ce niveau-là. Peut-être que Anne pourrait nous en parler. Oui. Il y a aussi le fait que l'agriculture a changé dans les dernières 4 ou 5 décennies. Donc, on est parti d'une agriculture où on faisait du foin surtout, qui est beaucoup moins agressive sur l'environnement, vers une agriculture comme le maïs, qui l'est beaucoup plus, avec des intrants, pesticides, fertilisants, et aussi, dans certains cas, donc mise à nu du sol, qui est donc sous l'eau, il n'y a rien. Oui. Alors, donc, c'est un peu la problématique là-dedans, c'est donc le type d'agriculture qu'on fait. Oui. Madame Lévesque, vous travaillez actuellement sur une étude axée sur la mise en œuvre, le développement et l'évolution des laboratoires vivants au Canada. C'est quoi un laboratoire vivant? Et est-ce que le lac Saint-Pierre se qualifie pour cette appellation? Premièrement, un laboratoire vivant, là, ça m'arrive souvent de le comparer comme à une cuisine d'essai là, où on développe des recettes. Donc, un chef va tester, va ajuster ses plats en fonction de la satisfaction des clients. Donc, un laboratoire vivant en contexte agricole, ça permet de créer et d'améliorer des pratiques ou des technologies qui plaisent aux agriculteurs. Donc, on va travailler directement avec les agriculteurs. Puis cette approche, ça va garantir que les solutions sont adaptées à leurs besoins réels et aussi à leur quotidien. Là. Donc, les idées sont testées sur le terrain, ajustées au fil des retours, puis c'est aussi affiné pour offrir des outils et des pratiques qui fonctionnent vraiment dans leur réalité. Donc, depuis 2018, là, en Agriculture agroalimentaire Canada, on utilise cette approche-là. Et en ce moment, on en a 14
partout au Canada, dont 2 au Québec. Le laboratoire vivant pourrait fortement là, s'appliquer au lac Saint-Pierre, mais en ce moment, là, on n'a pas de projet directement pour régler les enjeux ou trouver des solutions innovantes à la cohabitation avec l'agriculture dans la plaine inondable et la perche chaude. Il y a eu une initiative qui a eu lieu en 2018 jusqu'à 2022, mais c'était en amont du lac Saint-Pierre. Donc, il y avait des groupes de chercheurs avec des agriculteurs et aussi différentes parties prenantes, dont des agronomes, des organismes de bassin versant, qui travaillaient à trouver des solutions pour diminuer la pollution diffuse ou accroître la biodiversité en amont de la plaine inondable. Donc, ce qui faisait en sorte que ça créait une synergie entre ce qui se fait avec le pôle d'expertise et ce qui se faisait en amont. Donc, ça a été quand même hyper bien reçu là, de la part des producteurs agricoles parce que ceux qui sont près du lac Saint-Pierre, dans le littoral, ben oui, ils ont des actions à prendre, mais le fait qu'on travaille aussi en amont, ben ça fait en sorte que les solutions viennent de différentes sources, donc qui sont partagées. Oui, ils peuvent percoler. Justement, l'été dernier, une équipe de recherche québécoise, donc le pôle d'expertise multidisciplinaire en gestion durable du littoral du lac Saint-Pierre, a déposé un rapport très attendu sur la situation. Professeur Cabana, quelles sont peut-être, rappelez-nous les principales inquiétudes et puis un petit peu ce qui a été dit. Des inquiétudes, je les ai mentionnées il y a quelques minutes, là. Donc, c'est un peu l'impact de l'agriculture sur le fonctionnement de la plaine d'inondation, pendant son inondation, bien sûr. Il y a la qualité de l'eau aussi, et puis, oui, on a identifié différentes sources qui affectent la qualité de l'eau. Donc, il y a beaucoup de petits bassins versants en passant qui affectent la zone du littoral du lac Saint-Pierre. Et donc, il y a quand même des effets, comme Anne mentionne, là, de ce qui se passe en amont de ces petits bassins versants-là. Donc ça, c'est une des conclusions. En ce qui concerne la reproduction du poisson, un des résultats les plus clairs qu'on a trouvé, c'est essentiellement l'absence, là, peut-être pas totale, mais la présence très, très faible de poissons qui se reproduit dans les champs agricoles qui sont mis à nu. Ça, c'est clair. Il y a d'autres variables. Par exemple, moi, j'ai étudié le zooplancton, on pourrait le décrire comme de la nourriture à poissons. Ouais. Il y en a quand même des biomasses quand même importantes dans les champs agricoles. Donc, c'est pas toutes les composantes qui sont nécessairement affectées, mais la présence de poissons en mode de reproduction, là, donc la perche chaude, le brochet, entre autres, là, ça, c'est un résultat qui est très, très clair aussi. Il y a aussi un gros travail qui a été fait pour comprendre l'évolution temporelle de la qualité de l'eau, entre autres de sa turbidité, quand ça vient comme du chocolat au lait. Parce qu'il y a quand même une phénologie, là, il y a de ça au printemps, du début vers le milieu à la fin de la pleine inondation, il y a des sources d'eau qui sont différentes. Au début, c'est des eaux du lac Saint-Pierre qui vont sur les terres, et puis après, il y a aussi la fonte de la neige, etc. Donc, on a pu, avec des méthodes reliées à la télédétection, par exemple, là, par drone ou même satellitaire, donc mieux comprendre cette dynamique-là, qui est intimement reliée avec la qualité du sol aussi. S'il n'y a pas de végétation sous l'eau, l'eau devient turbide très, très, très rapidement, tandis que dans les endroits où il y a beaucoup de végétation, l'eau est transparente. Donc, si on regarde à l'aide d'un drone ou d'un satellite, ça va être noir parce qu'on voit le sol en dessous. Et puis, si l'eau est claire, ça favorise plusieurs organismes. Donc, je dirais que il y a aussi il y a tout il y a des gens en agriculture qui ont travaillé à essayer d'établir différentes pratiques agricoles. Et puis, il y a des choses qui ont moins bien fonctionné parce que c'est quand même difficile d'établir différents types de végétation. Mais il y a d'autres choses comme des bandes riveraines sous-marines, ce qui est assez inusité, que moi j'ai vu fonctionner. Là. Donc, autrement dit, on établissait ce qu'on appelle là, des bandes riveraines qu'on voit souvent dans les champs agricoles, mais celle-là avait une fonction pendant l'inondation. Si vous y pensez 5 secondes, c'est assez inusité comme fonction. Mais moi, j'ai vu plein de petits brochetons qui
étaient présents dans ces endroits-là. Donc, il y a certains trucs là qui ont été trouvés, mais c'est certain que ça représentait un défi pour nos amis là, qui étaient en agriculture au sein du pôle. Oui, justement, parlons-en. Madame Lévesque, vous avez terminé votre doctorat sur la résolution du conflit de la conservation du littoral du lac Saint-Pierre. Comment peut-on combiner les connaissances et les besoins et les intérêts des gens qui vivent au pourtour de ce lac? Bonne question. Moi, dans ma thèse, c'est ça, j'ai utilisé la lentille de la science post-normale là, pour analyser ce qui se passe là, au lac Saint-Pierre. Et c'est une approche qui reconnaît les valeurs, des compétences certifiées des experts, mais aussi ça l'intègre les différents systèmes de connaissances là, qui peuvent être issus des savoirs locaux, traditionnels ou populaires. Donc, ce qui différencie la science post-normale à la science normale, comme Thomas Kuhn l'a conceptualisé, c'est que quand on parle de science normale, ça vise à produire des connaissances qui sont objectives, universelles et souvent détachées là, des contextes sociaux. La science post-normale, elle va s'intéresser à des problèmes complexes où il y a énormément d'incertitudes. Là. Puis ça prend aussi en compte les intérêts puis les valeurs qui sont en conflit. Donc, on peut regarder avec la science post-normale les incertitudes. Donc, il y a différentes incertitudes dont les limites des connaissances disponibles. On sait au lac Saint-Pierre, comme M. Cabana disait, c'est pas facile de développer des expérimentations puis d'avoir des résultats qui sont tangibles. On a aussi au niveau des incertitudes qui sont ontologiques, donc la nature du problème étudié est souvent sujette à débat. Donc, je l'ai vu dans mes entrevues, par exemple, les gens, les causes de la diminution de la terre chaude, sont diverses, puis ça va varier d'une personne à l'autre. Puis on se rend compte que des fois, surtout mettons en 2019, là, en 2020, 2021, quand je suis allée sur le terrain, les gens avaient plus d'informations parce qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été prises en compte, mais il y avait des gens qui avaient même de la difficulté à m'expliquer pourquoi ces populations de la terre chaude diminuent. Surtout au niveau du secteur agricole où ce n'est pas leur expertise. Donc, puis il y avait des avis aussi divers au niveau de mettre en place des stratégies pour établir la terre chaude, dont les types de cultures, est-ce qu'on devrait on devrait les maintenir ou pas? Quel accompagnement on a besoin? Est-ce que c'est des accompagnements humains ou financiers? Aussi les façons, les différentes manières de soutenir les efforts à long terme. Donc, la science post-normale va aussi travailler sur, on appelle ça des participations par des pairs élargis. Donc, ce n'est pas seulement des experts, mais aussi d'autres acteurs, donc des experts non académiques, pêcheurs, agriculteurs, ça peut être des associations citoyennes, des décideurs, avec des perspectives là qui sont multiples. Donc, chaque personne va apporter une compréhension du problème et aussi trouver des solutions possibles. Donc, c'est vraiment cette approche-là que j'ai mis de l'avant dans le cadre de mon doctorat. Donc, c'était des entrevues, deux séquences d'entrevues. Puis, je posais des questions à des usagers, mais aussi des acteurs qui sont proches des producteurs pour comprendre un peu comment le cadrage scientifique d'une problématique. Donc, quand je parle de cadrage, c'est comment la façon définie présente un problème centré sur l'impact des activités agricoles a permis d'initier des actions. Oui. Donc, débloquer des financements, de la sensibilisation, de la restauration. Il y a eu aussi de l'acquisition de terre pour essayer de trouver des solutions là, aux enjeux qui sont présents dans le littoral. Oui, on va parler de solutions, mais d'abord, je voudrais parler avec professeur Cabana il y a de nombreux contaminants qui viennent aussi de l'amont du fleuve, des affluents. Vous avez parlé de bassin versant. Le lac Saint-Pierre est en aval de Montréal, donc il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos de l'agriculture quand on parle de turbidité ou de perte des poissons, n'est-ce pas? Je veux dire, oui, c'est certain qu'il ne faut pas caricaturer. En fait, il y a des sources agricoles, donc vous les avez nommées, pardon. Il y a Montréal qui est en amont, mais essentiellement qui va influencer la pleine inondation lors de l'inondation, si vous me suivez. Donc, oui. Et puis, l'effluent de la ville de Montréal est au milieu du fleuve et donc reste
au milieu du fleuve, incluant le lac Saint-Pierre. Donc, il y a bien sûr les autres rivières qui influencent le lac Saint-Pierre grandement. Là, pensons à la rivière Saint-François, la Yamaska, qui sont tristement célèbres par leur niveau de contaminants, de pesticides, etc., qui influencent le lac Saint-Pierre parce qu'elles se jettent dans le lac Saint-Pierre et qui influencent à certains endroits la pleine inondation parce que ce sont les eaux qui se retrouvent là au printemps. Les mesures qui ont été prises dans le cadre du pôle sur différents pesticides ont montré dans certains cas des valeurs élevées, mais rien, comme on dit, pour écrire à sa mère, dans le sens que c'est assez commun dans des milieux agricoles de trouver des néonicotinoïdes, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs autres rapports dans le passé qui ont été faits sur les petits cours d'eau de la plaine d'inondation, là, en dehors de la période d'inondation. Donc, c'est pas pour dire qu'il y a aucun problème, mais c'est pas non plus pour démoniser la situation au niveau des contaminants. Non, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut parler des changements climatiques? Est-ce que les changements climatiques viennent Oui, mais en fait, ça, c'est intéressant. Il y a beaucoup de scénarios. Il y a le groupe Ouranos qui travaille beaucoup là-dessus depuis presque 20 ans, et puis on les a rencontrés il y a aussi presque 20 ans. Et il y a beaucoup de scénarios sur le futur du débit du fleuve Saint-Laurent. Donc, il y a des scénarios, c'est loin d'être clair. Ce qu'on sait, c'est que si on examine le débit du fleuve Saint-Laurent, il est en train de baisser, mais d'une façon très faible au fil des dernières décennies, mais superposé à cette tendance-là, là, il y a des variations très, très, très violentes. Donc, 2017-2019, vous vous souvenez, il y a eu des grandes inondations, l'armée était partout, et puis ensuite, 2020-2021, spécialement 2021, la crue, l'inondation a duré, je pense, 12 jours. Moi, je pleurais parce que je travaille en écologie aquatique, mais les gens qui voulaient travailler sur l'établissement de différentes plantes, eux, ont eu la chance de travailler. Et le projet du pôle on a rajouté une année, en 2022, où finalement, on a eu une inondation qui était plus représentative de la grande médiane. Mais donc, comme on dit, nous, les collègues qui ont travaillé, moi, ça fait plus que 10 ans que je travaille sur le fleuve, même avant et la plaine d'inondation. En bon québécois, le boss, c'est le fleuve. Oui. Je veux dire, il n'y a pas de... Et puis, c'est intéressant que Anne mentionne là de parler avec des gens, parce qu'on a beaucoup parlé, puis on a beaucoup collaboré avec des agriculteurs et des gens qui habitent là, et puis c'est clair qu'eux ont une perspective très différente des inondations si on la compare aux gens qui vivent dans les milieux urbains qui sont pas préparés psychologiquement souvent à ça. Eux, en général, ils vont dire oui, il y en a eu beaucoup, mais en 76, c'était pire l'année des Olympiques ou des choses comme ça. Donc le fleuve, c'est le boss, et puis c'est la production de la pleine inondation. Là, il y a comme la densité du zooplancton peut être jusqu'à 500 fois plus élevée que dans le fleuve au même moment. Donc, moi, j'aime bien caractériser la pleine inondation au printemps là, comme étant le garde-manger du Saint-Laurent. Au moment où la production du fleuve est faible, parce que l'eau est encore froide, mais la plaine grandit beaucoup, est peu profonde, se réchauffe, et ça devient une soupe à bouffe à poissons. Et puis donc, ça explique pourquoi il y a beaucoup de poissons. Et puis, pour peut-être parler, la perche chaude a été une bougie d'allumage parce que c'est une espèce qui est prisée, mais en fait, je pense qu'il faut avoir une vision plus écosystémique qui inclut non seulement les poissons, mais au printemps, il y a plein d'oiseaux migrateurs qui viennent profiter de la pleine inondation, du garde-manger printanier. Il y a plein des petits chironomes, des petits insectes qui émergent au printemps. Et puis donc, c'est une halte importante, là, pas rien pour les canards, là, mais aussi pour plein de petits passereaux, d'oiseaux là, à ce niveau-là. Donc, c'est un joyau. Et puis, on en a presque rien qu'un au Québec. Oui. Madame l'évêque, je vais terminer rapidement avec vous. Il faut inclure donc les oiseaux, les poissons, mais aussi les humains en collaboration. Vous parlez de gouvernance participative avec les agriculteurs. Oui. Ben, c'est sûr que moi, les recommandations de ma thèse, là, j'en avais beaucoup, mais puis je pense que ça va vraiment aussi, ça sonne avec les mêmes valeurs, tu sais, puis les approches, tu sais, qu'on travaille en ce moment à Agriculture Agroalimentaire Canada avec les laboratoires vivants. Tu sais, je pense que quand on a un problème complexe comme ça, il faut vraiment impliquer les gens, tu sais, dès le début concernés par le problème.
M. Cabana en a parlé, de regarder les différents points de vue. Aussi ceux qui sont des fois qu'on pense pas, tu sais, qui sont concernés. Donc vraiment s'assurer Vous pensez à qui? Monde. Ben ça pourrait être les ornithologues, ça peut être les membres de la nation Wabanaki, ça pourrait être on a des différents usages au lac Saint-Pierre, les gens qui font de la planche ou même les gens touristes, qui vont des touristes, ça peut être ça peut être des gens avec des perspectives qu'on s'était pas nécessairement questionnées, tu sais, ou penser, tu sais, qui pourraient aussi peut-être contribuer à nous donner un autre son de cloche sur c'est quoi exactement le problème puis les solutions. Donc je pense que la collaboration, tu sais, comprendre ce qui se passe, comprendre comment les gens se perçoivent la problématique puisqu'il y a des injustices qui sont ressenties pour faire en sorte que les décisions sont plus robustes. Puis aussi, des fois, ça nous apporte des nouvelles idées quand on travaille ensemble. Donc, des fois, on pense pas à une solution. Puis quand on la discute avec des gens, ben tu sais, on peut peut-être voir s'il y a des possibilités, puis aussi respecter les besoins des gens, tu sais, qui sont présents sur le milieu, qui utilisent le territoire. Puis ça favorise l'équité, tu sais, c'est hyper important pour faire en sorte que les droits et les besoins des utilisateurs du territoire sont pris en compte et que les solutions, tu sais, sont partagées. Que tout le monde fasse leurs petits efforts. Tu sais. Oui, professeur Cabana. Il y a aussi une table de concertation qui regroupe beaucoup de gens qui justement viennent d'un paquet de milieux là, qui se rencontrent régulièrement, qui mènent des dossiers assez importants. Donc à ce niveau-là, ça joue un peu ce rôle-là. Là. Donc moi j'y ai siégé pendant pas mal d'années et puis justement donc il y avait du monde qui venait de tout acabit là-dedans, des utilisateurs à bien des niveaux du lac Saint-Pierre. Mais peut-être, si je peux prendre juste une minute pour peut-être dire quelque chose qui peut paraître négatif, mais moi, ce qui m'inquiète beaucoup dans des causes écologiques comme ça, c'est que il y a évidence que certains écosystèmes se dégradent. Et rapidement, on se met à l'accepter. On appelle ça l'amnésie environnementale. Une fois qu'il y a une génération qui a passé, qui se souvient plus de comment c'était, ben ça devient normal d'avoir un écosystème qui est simplifié. Donc, je pense que on a, comme chercheurs, on n'est pas rien que des chercheurs, mais on a un devoir de documenter à quoi ça ressemble en ce moment pour les générations futures, parce qu'on voit trop d'exemples où maintenant les gens disent tel petit cours d'eau ou tel lac, il n'y a plus ça, mais ils savent pas qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc ça c'est insidieux comme on peut laisser passer le temps, discuter, et puis pendant ce temps-là les choses changent et puis on s'en rend pas compte. Oui, on perd quelque chose. C'est donc un devoir de mémoire aussi du côté de la recherche et de ceux qui travaillent. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Gilbert Cabana, professeur au département des sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières, et de Anne Lévesque, chercheuse et agente d'innovation agriculture agroalimentaire Canada. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robarcher. À la réalisation et au micro, Isabelle Burguin. Si vous avez aimé cette émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. En attendant, je vous souhaite tous et toutes de passer une très belle semaine à notre antenne. Jing Jiahua est un chercheur typique.